pression suivante est arrivée. Oui. Bonjour, Madame Pester. Je tiens à vous dire qu'on n'avait plus de place aujourd'hui, hein. Mais quand vous avez appelé, j'étais en train de lire ce magazine, hein, où il y a un article de vous où vous dites J'ai envie de rôles plus sombres. J'aimerais bien jouer une psychopathe, quelqu'un qui serait enfermé pour troubles psychologiques, par exemple. Exact. Fait que tout de suite, je vous ai mis un rendez-vous d'urgence. Ah, bah, c'est gentil. Docteur Simès vous attend. Madame Pester pour vous, Docteur Simès. Merci, j'arrive. Je vous embrasse pas parce que je suis malade. Ah. Mais vraiment malade. Vous êtes vraiment malade? Ouais. Bah, ça tombe bien, je suis s'entend un vraiment petit peu, médecin. non Voilà. Vous avez quoi? Vous avez un... Pharyngite, bronchite et sinusite. Oh là, ça s'entend, hein. Fiévrite, tout. Bah oui, non, là, c'est... Une toute hit. Tout hit. Je fais que des hits. Alors, on va demander au docteur Max Boublil de bien vouloir nous dire... Donc, dites-moi tout. Quelle est la couleur des Vous voulez vraiment ça Si c'est clair, je pense que c'est viral. D'accord. Sinon, je pense que c'est microbien, auquel cas, il faudra prendre Augmentin, Solupred, pendant 3 jours et Augmentin. Voilà, 500 le J'ai du matin. Solupred, voilà. Mais non, mais c'est important de prendre l'antibiotique en même temps, parce que si tu prends que du Solupred, ça va juste... l'antibiotique, 7. 7 jours. 7, ouais. Et ça va mieux? Mais trop. allez le Est-ce voir, que hein. je me trompe Ouais, sur non, le mais je diagnostic vais... Bah, Il faut que vous l'examiniez. consulter. Voilà. Voilà. Bon, alors moi, je suis un peu jaloux, Laurie Pester, parce Comment que 20 ans de carrière, 7 millions d'albums, 1 million de DVD, 500 000 livres vendus. Et en fait, mais je suis jaloux parce qu'un jour, vous avez dit je pourrais me casser une jambe rien que pour être soigné par le Dr House. J'ai dit ça, moi. Ouais, ça m'a fait mal. Bah non, mais parce que je vous connaissais pas encore, c'est pour ça. Ah. Vous connaissez avec Marc? Vous Oui. avez, Oui, on se connaît à bien. travers Les Enfoirés, notamment? Exactement. Alors, on va parler bien sûr de votre retour sur scène avec votre tournée des choses à se dire. Vous allez me dire comment vous allez pouvoir chanter avec cette voix-là, qui se poursuit à partir du 7 C'est pour ça que je mars suis venue vous voir. prochain à Youth, notamment dans l'Est de la France. Bon jumeau. Mais d'abord, on va faire connaissance et on va remplir un petit dossier médical. D'accord. Alors, c'est pas à cause de ça que vous avez annulé Les Enfoirés, parce que vous aviez envoyé un tweet en disant malade depuis ce week-end, je vais pas pouvoir être sur scène cette année. C'est ma première année, la première année que je loupe Les Enfoirés depuis 19 ans et ça m'avait vraiment fait très très mal. Et vraiment, je pouvais pas du tout, quoi. Bon, alors, nom, prénom. Laure Pester. Laure. Voilà, mon vrai prénom Dites. c'est Laure Pester. Alors, vous êtes née Laure Pester. Oui, Vous êtes devenue Laurie la chanteuse. ouais. Depuis que vous êtes comédienne, vous vous faites appeler Laurie Pester. Oui, bah j'ai rajouté mon... C'est juste, c'est important pour quand on est acteur d'avoir un nom de famille ou que... Non, mais j'avais envie de me la péter, un peu genre comédienne avec un nom de famille, en fait. Ah ouais. Voilà. Bah, c'est vrai que Cad est devenu Cad Merad, Ouais. Ramzi est devenu Ramzi Bedia, Omar Sy, et Nagui, qui a jamais réussi à faire une carrière, il n'a pas trouvé de nom, donc lui, Ramzi, il a il a pas... une sœur qui est géniale, d'ailleurs. Ouais, Ah ouais. Métra. Profession chanteuse, actrice, chanteuse, chanteuse, chanteuse. Oui, Chantrice. voilà. Oui, un peu tout. Bah oui. Vous êtes né 2 mai 1982. au Plessis-Bouchard, dans le Val d'Oise, 37 ans. On va parler de vos antécédents familiaux, fille unique. Mm. Le papa était régisseur sur une excellente radio, Ouais, RTL, très grosse. qui a quitté son emploi pour devenir votre manager. Ouais. Et votre maman était comptable et elle s'est occupée de tout ce qui rentrait sur le compte. Vous aviez un rituel avec votre papa? Ouais, C'est lequel? avant de monter sur scène. Ouais. Il me faisait faisait quoi? un bisou sur le front, tout le temps. Quand je fais des concerts et qu'il est là, j'aime bien cette force et cette énergie qu'il me donne. Ça a commencé très tôt, hein, votre vocation, puisque vous avez déclaré, quand j'étais bébé, ma mère tenait une sorte de journal intime, et alors que j'avais 8-9 mois, elle a noté, elle chante tout le temps, elle fait des vocalises dans sa petite chaise. À 8-9 mois, elle chantait, votre fille? Non. Elle non. criait. Elle criait, ouais, elle elle m'empêchait pleurait. de dormir. Oui, elle vomissait. Votre mère n'a pas idéalisé un peu vos, Non, oui, vos premiers mois? peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, on a retrouvé des petites cassettes audio où j'avais un magnéto à l'époque et je devais après avoir 4-5 ans et j'enregistrais et je chantais tout le temps. C'était rempli de chansons. À 3 ans, vous faisiez de la danse. Mm. Et à 5 ans, vous rêviez de devenir Michael Jackson. Ouais. C'est vrai que j'avais vu le clip de Michael Jackson, Thriller, et ça a été assez
assez choquant, entre guillemets, dans les deux sens. C'est-à-dire que j'étais avec mon coussin comme ça et je flippais. Et en même temps, je voyais les chorégraphies et la mise en scène. Enfin, j'étais waouh. Et puis, quand on est gamin, on essaye de refaire les mêmes gestes et tout ça. Et c'est lui qui m'a donné aussi envie de faire du show, quoi. Alors, taille et poids, quand on parle à une patiente, c'est toujours un petit peu délicat, Ouais. mais... 1m67. Ouais. Et puis, le poids, on est obligé, là. Non, on est obligé de rien ici. D'accord, non, Vous pouvez parce me le dire que, dans l'oreille à cause tout à d'un l'heure. traitement hormonal pour une maladie connue, j'ai pris quelques kilos. Dont on parlera tout à l'heure parce que vous l'avez rendu public. Hein. Je ne Oui, veux pas voilà. aller sur ce terrain. Si Non, vous non, n'en mais il n'y a parlez pas de souci. C'est vraiment. l'endométriose et on en Et parlera. donc, j'ai 5 kilos que j'arrive plus à perdre. D'accord. Grave. Est-ce que vous avez fini par craquer, vous faire des piercings et des tatouages à des drôles d'endroits ou pas? Non. Parce qu'il n'y a pas une maman qui vous a dit, je vous en supplie, ma Ouais. fille est tellement fan de vous que surtout ne vous faites jamais de piercing parce Ouais. qu'elle va les faire? Ouais, souvent, je croisais des parents dans la rue qui me disaient, ah là là, ma fille est fan, elle fait tout comme vous, s'il vous plaît, ne fumez jamais, ne faites pas de tatouage, de piercing, de ceci, de cela, parce que ça va être la guerre à la C'est maison. terrible. Quoi. C'est terrible d'être un modèle comme ça. Vous n'avez pas connu ça, vous? Vous voulez savoir si j'ai un piercing caché, c'est ça? Si j'ai un prince Albert ou une... On a une forme de responsabilité parfois sur certaines choses, et notamment Quand on a un quand public ça touche jeune. un jeune public. Voilà, donc je comprends très bien le point de vue de Laurie. On va passer à la partie médicale maintenant. Laurie, vous avez eu un problème de genou Ouais. à l'âge de 15 ans. Alors, je ne sais pas si vous savez que Laurie aurait pu être championne olympique. De patinage Ah, artistique. olympique. Bah, et Oui. vous avez été sélectionné pour les championnats de France de patinage artistique. Je me suis pété le genou à 2 mois des Oh, championnats. merde. Vous étiez patineuse Bah, de haut niveau, quoi. J'étais bien partie, ouais. Bon, et vous vous êtes cassé le genou, enfin, fracture du ménisque. Ménisque, ouais. Vous aviez commencé le patinage à 6 ans. C'était sport-études même. Donc les gens qui font sport-études, c'est qu'ils ils veulent épouser une carrière de haut niveau. Est-ce que c'est là que vous avez commencé à aimer le contact avec le public? Oui, bah, c'est vrai que le patinage, en fait, ça a été un avant-goût du show. On est là, on est sur des lames qui font même pas un demi-centimètre, on fait des figures assez improbables. Et moi, ce qui me plaisait, c'était donner de la magie aux gens. C'est que les gens, ils voient ça, ils disent « Waouh, mais comment c'est possible ?» avec des petites tuniques à paillettes, sur des musiques assez sympas. J'aimais être sur la glace pour faire le show et pour faire la compète, quoi. Et c'est cet accident qui a fini parce que vous avez voulu reprendre trop tôt? Trop tôt, bah oui, je suis taureau. Et donc, le chirurgien m'a dit qu'il fallait attendre 6 à 8 mois après l'opération, avec de la rééducation et tout ça. Et moi, au bout d'un mois, je me suis dit, ouais, super, j'ai pas trop mal. Dans un mois, c'est la compète, c'est les championnats. Allez, si je reprends un petit peu plus tôt, c'est pas grave. Bah, je me suis répétée. Là, j'ai attendu 6 à 8 mois avec rééducation. J'ai repris l'entraînement, parce que j'y croyais à fond, hein, c'était vraiment mon rêve. Sauf que, une fois sur la piste, c'est le mental qui a pris le dessus. Et dès que je faisais une prise d'élan pour faire un double ou un triple, j'avais peur parce que la douleur avait été vraiment atroce. Et quand on réfléchit trop dans une prise d'élan, quand il faut se lancer pour faire 3 tours, si on n'y croit pas, on n'y croit pas, quoi. Comment on réagit quand on voit son rêve s'écrouler comme ça parce que finalement, on ne fera pas ce pour quoi on s'est battu pendant des années? Ça a été le drame. Ça a été le drame parce que j'avais 15-16 ans. Et à 15-16 ans, tout est, quand on est ado, tout est multiplié. Et donc, je l'ai très, très mal vécu, même si c'est moi qui ai pris la décision d'arrêter. Parce que mes parents m'ont dit, mais tu peux continuer, tu peux encore prendre du plaisir, aller à l'entraînement. Je dis, non, moi, si je m'entraîne, c'est pour être championne. Là, je sais que je ne pourrais pas, c'est pas la peine, j'ai pas envie de perdre mon temps. Donc, c'est moi qui ai pris la décision, mais dépression. Je sortais plus de chez moi, je passais mon temps devant la télé à regarder les championnats du monde, d'Europe, olympiques. Et je me mettais à pleurer tout le temps, et je sortais plus, je voyais plus mes copines. Je ne vivais que pour le patinage à l'époque. Ça a été un deuil, il a fallu faire son deuil. Ouais, il a fallu faire le deuil. C'est quoi votre regard aujourd'hui sur le scandale qui touche le milieu du patinage artistique? Et est-ce que vous-même, vous avez été victime de... Non, j'ai pas été victime d'harcèlement ou de menaces sexuelles. Je trouve que c'est vraiment bien que les gens parlent aujourd'hui, que ce soit dans le patinage, que ce soit dans d'autres sports aussi. Parce que c'est vrai que quand on fait du sport très jeune, on met toute notre confiance dans nos entraîneurs.
parce qu'ils sont là pour nous apprendre les choses, ils sont là pour... et il faut pas, il faut pas qu'il y ait d'abus, quoi. C'est fou ce qui se passe, ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, si on peut aider la jeune génération à être beaucoup plus en sécurité. Plus vigilante. Ouais, vraiment. Alors, vous avez arrêté le patinage artistique, mais pas les sports. Si on va sur votre compte Instagram, vous en faites des trucs, hein. Du surf, de la boxe, du kickboxing, du trail en montagne, du saut en parachute, footing, natation 2 fois par semaine, de la boxe à l'occasion. Ça vous fatigue pas tout ça? Bah non. Vous en avez besoin? Ouais, Vous êtes, en fait, toute votre période de l'adolescence où vous avez fait du sport pour en faire un métier vous a rendu un peu addict à ce besoin de se dépenser? Ouais. Depuis toute petite, je suis hyper active, donc voilà, même mes parents, fallait qu'ils m'emmènent à la piscine, fallait qu'on aille faire du vélo, du roller. Enfin, c'était voilà, c'est important pour moi d'évacuer tout le stress. 5 questions de check-up. Vous répondez le plus vite possible sans réfléchir. Qu'est-ce qui vous fait mal quand vous revoyez des photos de vos débuts? Mes coiffures. Ah ouais? Oui, parce qu'en fait, je faisais des paris avec mon coiffeur et parfois on est parti dans des délires. C'était horrible, mais franchement. Qu'est-ce que vous n'aimeriez pas oublier? C'est de vos débuts aussi, non? Ouais, c'est ne pas oublier cette insouciance, cette rage, ce moment où on se dit ouais, go, tout peut arriver, quoi. On y va. Qu'est-ce qui vous fait battre le cœur plus vite? Quand je suis à côté de mon amoureux. C'est vrai? Ah, c'est gentil. Alors, on va vérifier que vous allez bien, puisque vous avez repris votre tournée des choses à se dire. Donc, à partir du 7 mars, vous serez à Lyon le 8 avril, à Annecy le 9, à Toul le 30, à Mérignac le 15 mai, à Genève le 7 juin. Qu'est-ce que vous aviez de si important à dire à vos fans pour mettre votre carrière de comédienne entre parenthèses comme ça et de remonter sur scène? Bah, ça faisait une petite dizaine d'années que j'étais pas remontée sur scène. Et ça fait trop long, en fait. Parce que quand on a goûté à la scène, ça devient une drogue, ça devient vraiment quelque chose de magique. Et j'avais envie de revenir sur scène pour retrouver ce contact. Et il n'y a rien qui peut remplacer ça, quoi. Alors, on vous retrouve sur scène avec vos plus grands tubes, bien sûr, mais aussi des titres inédits. On regarde à quoi ça ressemble. Laurie, votre succès a été immense. Vous avez été nommée aux Victoires de la musique, vous avez été la plus jeune artiste à entrer au musée Grévin, vous avez reçu le prix de l'artiste féminine ayant vendu le plus de disques à travers le monde en 2003. Vous avez rempli Bercy plusieurs jours de suite en 2004. Et puis un jour, vous avez commencé à changer d'image. Il y a eu des albums De l'or en moi et Regarde-moi, où vous changiez, vous disiez que vous vous sentiez plus femme, mais le public a moins suivi. Et alors, comment vous l'avez géré psychologiquement? Bah, y a eu des moments pas faciles. Je m'en doutais un peu aussi, parce que c'est vrai que quand on commence assez jeune, voilà, c'est normal. Quand on a un public jeune, on sait aussi qu'à un moment donné, quand ils arrivent à l'adolescence, tout ce qu'ils ont aimé pendant l'enfance, ils vont le rejeter. Et puis, j'avais très souvent parlé avec Serge Lama, qui me disait à l'époque, attention à ton évolution, attention à ton changement, c'est ce qui va être le plus compliqué. Et en fait, ce qui m'a le plus déçue, ça a été le fait que ma maison de disques ne suive pas. C'est-à-dire que quand ça vend, quand tout va bien, quand voilà, on est numéro 1 pendant des albums, des années et tout ça, et que ils sont là, ils sont derrière, ouais, c'est super, c'est génial. Et le jour où vous vous dites, voilà, aujourd'hui j'ai envie d'évoluer, aujourd'hui j'ai envie de faire des choses différemment, on va prendre le temps qu'il faut, on va essayer de parler ensemble pour essayer de faire les choses au mieux, et là, il n'y a plus personne. Et je me suis retrouvée toute seule, vraiment. Et là, j'ai pas compris. C'était pour moi une injustice totale. Et je me suis dit, non, mais attendez, on est une team, on est un groupe. Quand ça allait bien, c'est super. Là, j'ai besoin de vous. Voilà. Et ça a été plus ça, en fait. Ça a été plus cette relation humaine avec les gens avec qui je travaillais, qui m'ont laissé tomber du jour au lendemain,
qui m'a fait le plus mal, en fait. Oui, Jenny. Michel, qui est la maison 10 pour que je les appelle et que je fasse des canulars? Et après, donc, vous êtes orientée comme actrice parce que la chanson marchait plus assez bien? Non, c'est pas parce que la chanson marchait pas bien, parce que ça s'est fait au fur et à mesure et un petit peu en même temps. Parce que dès le départ, en fait, j'ai commencé à faire des doublages de voix pour Disney. J'ai fait Les Indestructibles, j'ai fait toutes les voix de La Fée Clochette. Et puis tout ça, ça m'a donné envie d'aller un peu plus loin. Et donc, comme je suis pas du genre à attendre que ça arrive, j'avais écrit un petit, parce qu'on peut attendre très longtemps, que le téléphone sonne, j'avais écrit un synopsis et j'avais été taper aux portes d'une chaîne en disant, voilà, j'ai un super téléfilm, c'est génial, il faut le tourner. Et tout. Donc, ils ont été assez surpris, ils ont pris le temps de lire, ils ont dit, écoute, c'est très bien, mais ça va coûter très, très cher pour un téléfilm, mais si tu veux jouer, on te présente à une production, on écrit un truc pour toi, et voilà comment ça s'est fait, et mon premier téléfilm a été fait. Alors, c'était en 2009. Vous aviez commencé dans la comédie avec le téléfilm Deux feux et deux glaces sur TF1 et vous interprétiez une patineuse artistique. Ouais. Vous allez enchaîner les rôles. Il y aura Un mari de trop, un épisode des Feux de l'amour, Joséphine Ange Gardien, une super production chinoise. Vous savez que c'est une star en Chine. Elle ne peut pas se promener en Chine. 65 millions de dollars le budget du film. Dragon Blade aux côtés de Jackie Chan, John Cusack et Adrian Brody. Et un film algérien avec Smaïn et Mike Tyson. Casting improbable. Il y a des trucs improbables. C'est effectivement, vous êtes une tueuse. Ouais. La carrière de patineuse qui s'arrête. Un premier choc. La carrière de chanteuse qui bat de l'aile. Deuxième choc. Finalement, c'est quoi? C'est la résilience, votre maître mot. C'est votre collaboratrice qui vous appelle le phénix? Bah oui, en fait. Je pense que je tiens ça du patinage, en fait. Au patinage, la première chose qu'on apprend, c'est à tomber et à se relever. Et à continuer. Et dans une compétition, on fait un saut, une figure, ça passe tant mieux, ça passe pas, bah, tu relèves la tête et hop, il faut finir ton programme. Et oui, de toute façon, dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas et il faut essayer de piocher le côté positif de cette expérience et essayer de trouver à chaque fois le bon côté des choses, quoi. Il n'y a pas mort d'homme, hein. Aujourd'hui, vous tournez beaucoup, vous continuez quand même à aller là où on vous attend pas. On va vous retrouver dans un épisode de la série Nina. Ouais. Vous allez jouer une esthéticienne qui se fait retirer un sein après un cancer. Ça fait pas un peu écho à votre propre histoire, à celle de votre maman? Ouais. C'est pour ça que j'ai aussi accepté ce rôle, ouais. En fait, ce que j'aimais dans ce personnage, c'est que elle dit fièrement, en fait, ouais, je vais tout me faire refaire en plus gros et tout ça. Donc on se dit, bon, elle est un petit peu superficielle, physique, voilà. Et puis en fait, quand elle ouvre sa blouse, il y a un sein en moins. Et tout l'épisode va être sur le travail de cette reconstruction mentale et physique, parce que, bon, je vous dis pas la suite, mais il va y avoir des complications pour que cette reconstruction se fasse. Alors, votre maman, elle a eu un cancer quand vous aviez 15 ans. Elle a fait une récidive 5 ans plus tard. Vous étiez déjà très, très connu. Vous avez fait le choix de le cacher à votre public. Alors, on peut avoir envie de cacher les problèmes familiaux. C'était pour la protéger aussi. Voilà, c'était pour la protéger. Pourtant, c'était très difficile pour vous à l'époque de monter sur scène et de cloisonner et de vous dire, et ça on en parlera aussi avec vous, on a tous des problèmes personnels dans sa vie, on a tous des moments où on va moins bien, que ce soit des crises de mélancolie ou autres, et pourtant quand on est sur scène, il faut affronter le public et cloisonner. Comment vous avez réussi à faire ça? Grâce à elle. Grâce à elle, parce qu'en fait, quand elle a eu la récidive, donc ça a été beaucoup plus fort. Là, c'est là où elle a eu l'ablation d'un sein, elle a eu la chimio, elle a eu fait un traitement beaucoup plus... elle a fait une aplasie. Moi, je lui ai dit à ma mère, écoute, j'arrête tout. La tournée, c'est pas grave, je la referai l'année prochaine. Enfin, on s'en fout, quoi. C'est qu'une tournée, c'est ta santé avant tout. Et moi, je vais être à côté de toi, je vais être là quand t'en auras besoin. Et elle m'a dit, mais surtout pas, en fait. Elle dit, moi, je veux que tu m'appelles avant de monter sur scène. Je veux que tu m'appelles après ton concert, savoir comment ça s'est passé, comment étaient les fans. Et elle me dit, c'est ça qui va m'aider à tenir. Elle dit, si tu arrêtes tout pour moi, là c'est... Non, je pourrais pas. Vous avez une chanson qui s'appelle « Je t'aime, maman ». Ouais. Au moment où elle a un cancer du sein, vous montez sur scène et vous devez chanter « Je t'aime, maman ». Ouais. Ça ne doit pas être très simple ah non, à je la cloisonner. finissais jamais. Hein. Et c'est là où vous étiez contente que votre public connaisse les paroles par cœur? Exactement.
Ouais, exactement. J'arrivais pas à la terminer et puis les fans prennent le relais. Mais avant de monter sur scène, je pleurais en fait quand j'avais ma mère au téléphone. Enfin, je pleurais pas quand je l'avais au téléphone, mais une fois que j'avais accroché, fallait que ça sorte parce que je culpabilisais de pas être avec elle. J'allais derrière la scène, je reprenais l'énergie des musiciens, des danseurs et de toute l'équipe. Et après, une fois que la lumière s'allume, show must go on, quoi. Les gens sont là, ils ont payé leur place, ils veulent voir de la magie pendant 2 heures. Et puis voilà. Et une fois que je sortais de scène, hop, je rappelais maman et puis je me remettais dans mon petit cocon, mon petit truc. Et voilà. On a évoqué l'endométriose tout à l'heure. L'endométriose, c'est la muqueuse qui, normalement, doit rester à l'intérieur de l'utérus et qui va partir ailleurs. Et bien sûr, pendant les règles, notamment, elle gonfle autant que gonfle la muqueuse dans l'utérus, sauf que c'est à côté et que ça entraîne des douleurs terribles et des risques de stérilité. Vous avez décidé, vous, d'aller congeler vos ovocytes, c'est-à-dire vos ovules. Finalement, vous avez une stimulation hormonale, d'où aussi les petits problèmes de poids. Exactement. On vous a prélevé ces ovules, ces ovocytes, et on les a mis à congeler pour qu'ils puissent être fécondés ultérieurement par le futur papa. Et vous dénoncez le fait qu'en France, on ne puisse pas faire ça. Oui, exactement. J'ai eu un rendez-vous avec la ministre de la Santé, et on en a longuement parlé. Parce que je trouve ça inadmissible qu'en France, aujourd'hui, en 2019, une femme ne puisse pas aller congeler ses ovocytes. Bon, moi, en plus, j'ai atteint d'endométriose, mais atteinte ou pas, quoi. C'est à un moment donné, moi, on m'avait dit, les médecins qui me suivaient justement pour l'endométriose, m'avaient dit, écoute, voilà, t'es malade. T'es plus toute jeune, ça serait peut-être bien d'aller faire ça. Je fais OK, super, go, on y va. Vous m'opérez demain, il n'y a pas de problème. Ah ouais, mais non, tu peux pas le faire en France. Ah, OK, pourquoi? Voilà, comme on m'a déjà opéré plusieurs fois et on m'a par exemple coupé des bouts du tube digestif, coupé des bouts d'utérus, j'ai encore des nodules au niveau du diaphragme. Mais pour eux, j'étais pas assez atteinte parce que ça n'avait pas touché les ovaires. Donc je pouvais, voilà. Et en fait, ils m'ont dit la meilleure solution, c'est d'aller en Espagne. Donc j'ai été voir sur Internet, mais on trouve 40 000 cliniques, on ne sait pas où aller, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas. Donc on m'a conseillé une clinique et donc je suis allée là-bas et c'est assez prenant parce que c'est quand même des piqûres quotidiennes pendant 12 jours d'hormones. On a des examens à faire, des prises de sang, des échos qu'on doit faire tous les 2-3 jours, qu'on doit envoyer à la clinique. Et quand la clinique nous dit « OK, c'est bon, c'est maintenant », on a 24 heures pour aller en Espagne et pour aller se faire opérer. Donc il faut pouvoir partir de chez soi. Si on a une famille, des enfants, c'est pas forcément pratique, son boulot. Et puis ça coûte cher aussi. Ça coûte cher d'aller là-bas, les trains, les avions et tout ça. Et donc, c'est pas donné à tout le monde et c'est une injustice, je trouve. Voilà. Alors justement, à ce propos, vous connaissez Jean-Claude? Bah non, mais je suis bien contente de vous connaissez pas Jean-Claude? Alors, Jean-Claude, c'est un de mes anciens patients. Hein. C'est rassurant. Voilà, Jean-Claude, il voulait assister à mes consultations, donc je lui ai promis après sa mort, parce qu'avant, c'était pas possible, bien évidemment. Et donc, maintenant, il assiste à toutes mes consultations et il a souvent des questions que je n'ose pas poser, donc il a une question pour vous. OK. Laurie, c'est une vraie tristesse pour vous de ne pas encore être mère. Est-ce pour ça que vous vous occupez autant des enfants malades? Non, parce que je m'occupe des enfants malades depuis plus de 20 ans maintenant. Et avant même mon désir d'être maman, j'étais auprès des enfants dans les hôpitaux, que ce soit avec les pièces jaunes, avec l'association Arc-en-Ciel. Là, je suis marraine d'un hôpital d'enfants. Donc, pour moi, les enfants, c'est depuis très longtemps. Et vous n'avez pas abandonné l'idée d'être mère? Non, non. Bien évidemment. Bien sûr que non. Je fais confiance à la vie. Alors, en ce qui concerne l'association Arc-en-Ciel pour les enfants malades, vous êtes la marraine de l'hôpital d'enfants de Margency. C'est ça, pour lequel vous vous battez pour mobiliser les stars, récupérer des dons. Et cette maison des parents a été inaugurée en septembre dernier. Ouais.
par Brigitte Macron. Laurie, toute votre vie, vous avez cherché à positiver et à rebondir. On va vous proposer un test de positive attitude. Ça vous dit quelque chose, la positive attitude? Bah oui, Un petit peu. Pas bien. Pour voir si vous l'avez toujours, cette positive attitude, quelles que soient les circonstances. Vous allez me suivre. On va voir ça avec Mademoiselle Génie, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Alors, on va écouter un extrait de Positive Attitude, votre titre qui a inspiré ce test. Positive attitude. Alors Laurie, je vais vous poser des questions et vous allez me répondre. La positive attitude, quand on se casse le ménisque, c'est quoi? À 16 ans, quand c'est à 2 mois des championnats, c'est compliqué de trouver une positive attitude et c'est pour ça que je ne l'ai pas trouvée à cette époque-là, je pense. La positive attitude, quand on vous fait passer un casting pour un rôle. De se dire que même si on n'est pas pris, on aura rencontré des réals, des gens, et peut-être que si ça se fait pas là, ça se fera pour un autre truc, je sais pas. Et les rencontres, c'est toujours important. La positive attitude, quand on est mort de trac avant de monter sur scène. C'est bon d'avoir le trac. Parce que ça veut dire qu'on a envie de bien faire les choses, en fait. Je pense que si j'avais pas le trac, ça voudrait dire peut-être que je m'en fous un peu et que c'est pas... Vous avez beaucoup de trac avant de monter sur scène? Ouais. La positive attitude, quand on a des douleurs dans le ventre à cause de l'endométriose. C'est compliqué vos questions. Ah oui, c'est compliqué. Et il peut ne pas y avoir de positive attitude parfois. Hein. Ouais, parfois. C'est difficile de tout positiver quand on a mal au ventre à cause de l'endométriose. Ouais. Je suis pas chochotte, mais là, j'étais obligée de caler mon planning en fonction de ces jours-là. Et il y a 2 jours dans le mois où je mettais rien parce que je savais que je serais couchée. Parce que ça vous empêche de tout faire. Ouais. On se lève pas, on reste au lit et on je attend peux que ça passe. Je peux pas, alors que je suis pas du tout douillette. Hein. Au contraire, je suis assez... Et là, non, c'est impossible, quoi. Positive attitude quand on se fait larguer par un mec. Que je ne vous souhaite pas, bien évidemment. Oh, c'est déjà arrivé, hein, mais... Non. Si. Bon. Si, bien Fou, sûr. ça. On se dit que c'était peut-être pas le bon. Et que, voilà, on se console comme on peut. Et la positive attitude quand on se retrouve en une d'un magazine People en maillot de bain. Ah, ça énerve. Ça énerve. On se dit que on fait quand même un beau métier, il y a des avantages et des inconvénients dans chaque métier, puis ça, c'est un des inconvénients. Et voilà. Pour vous faire rire un petit peu, depuis tantôt, il y a une licorne qui passe, puis elle lâche un petit pet de licorne à chaque fois. Je sais pas si vous avez remarqué. Ça, c'est positive attitude. Regardez. Ah ouais. Petit pet de C'est licorne. beau. Michel. La positive attitude. Les singes, quand ils pètent, est-ce que ça sent la banane? C'est une excellente question. Voilà. Je n'ai bien évidemment pas la réponse. Est-ce que tu aimerais par exemple quitter le plateau sur cette vague? Non, c'était pour aider Laurie sur la positive. La banane, c'est le seul ingrédient que tu peux manger et vomir et qui a le même goût. Je vous le dis vrai. parce que moi j'ai pris pas mal de cuites à une époque, je peux vous le dire. Ouais. Ouais. Bon, merci beaucoup, Laurie. Alors, vous restez engagé et volontaire, quelles que soient les circonstances, et on comprend mieux pourquoi vous êtes resté si populaire. Avec Elle est des toute débuts petite, il y a cette plus de 20 ans. Alors, Elle est toute petite, oui. À tous les invités qui viennent à l'émission, on leur remet une trousse de secours. Alors, pour vous, Laurie, je me suis vraiment mise à votre place. Et vous êtes la meilleure amie de toutes les filles nées entre 80 et 90. Et moi, je me suis dit, il n'y a pas de raison pour qu'elle n'ait pas de meilleure amie. Donc, j'ai essayé de la faire rentrer dans la trousse, mais elle était trop grande. Mais viens ici, meilleure amie. Ah. Je vous ai trouvé une meilleure amie. Mais elle est oui. très fidèle. Mais oui. Elle va vous suivre partout. Elle est prête pour la tellement soirée drôle. pyjama de ce soir. elle va être bien Et avec elle a un Max. petit cadeau Max, pour il est en vous. pyjama tout le temps. Les petits nounours sont Alors là, c'est parfait. Merci. Merci beaucoup, Jenny. Merci beaucoup à tous les trois. Attendez, merci.